Bonjour, et ben on va commencer parce qu'il est 19 heures. Ok. Bienvenue à notre Salut webinaire Diane. NoTube en français. Je dois mettre ma vidéo ou pas? Ou je l'enlève? Alors, on t'entend par contre, Diane, pour Ok, l'instant. Attends un petit peu, on fait la présentation. Et d'accord. après, je te ferai un petit signe. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par des collègues. Donc, Sabine. Bonsoir, Sabine. Peut-être que tu veux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, merci Valérie. Bonsoir. Je m'appelle Sabine Marinček. Je suis psychologue clinicienne de la santé et docteur de sciences médicales. Et je travaille chez NoTube depuis 12 ans avec Valérie et des collègues. Alors, bienvenue à votre webinaire. Et tu parles parfaitement français, c'est génial. Non, pas parfaitement. Et je serai accompagnée aussi par Madeleine. Bonsoir Madeleine. Est-ce que tu veux... Bonsoir, je m'appelle Madeleine Suzer. Ça fait maintenant 6 ans que je travaille chez NoTube comme interprète et traductrice. Donc, je serai toujours sur place pendant les stages pour être votre voix de communication en français. Et pour aujourd'hui, à pouvoir répondre directement aux questions des familles. Nous en avons déjà reçu beaucoup. Et moi, je me présente brièvement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Valérie Sulzer. Je suis responsable de l'organisation des stages d'alimentation à Graz. Et je suis aussi éducatrice de jeunes enfants spécialisée dans les troubles d'intégration sensorielle. Voilà, donc je suis là quand vous êtes à Graz. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être accompagnés par deux familles. Donc bonsoir Élise et François. Donc vous pouvez peut-être allumer votre caméra. Voilà. Adam, coucou Adam. Qui est là. Bonsoir. 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 Donc, est-ce que vous voulez nous dire juste deux, trois petits mots sur vous et Adam? Vas-y. Alors, on est venu faire un stage il y a à peu près un mois en Autriche, à Graz. Notre fils Adam avait 7 mois et demi quand on a commencé le début du stage. Il était sondé, il avait une sonde nasogastrique depuis sa naissance. Il a eu juste une toute petite période à 2 mois où il l'a enlevé, mais sinon il a été sondé ses 8 premiers mois de vie. Du coup, à l'issue du stage, on est rentré en France sans la sonde. Aujourd'hui, il mange alors, des quantités un peu en dessous de ce qu'il devrait manger à son âge, mais il mange par la bouche et des quantités qui sont quand même pas mal du tout. Donc, on est ravis. C'est très bien. Et il n'a plus la sonde. Et donc, on va revenir tout à l'heure parce qu'il y a des parents déjà qui nous ont posé beaucoup de questions. Et donc, vous avez dit que vous seriez prêts aussi à répondre à quelques questions dans le chat, donc avec Madeleine. Donc, Évidemment. Merci beaucoup. Bonsoir Diane. Il y a Diane aussi qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Aussi deux, trois petits mots sur... Oui, en fait, on est venu en Autriche en même temps que Adam. Pour Méline, en fait, il y a des troubles de l'oralité. Elle a des troubles de l'oralité. Elle a aussi une maladie génétique. Donc, avant l'Autriche, elle mangeait beaucoup de peach, de chocolat. Elle partageait aucun repas avec nous à table. En fait, elle refusait catégoriquement. Donc, c'était très compliqué. Et arrivée en Autriche, en fait, elle a commencé à prendre plaisir à s'asseoir à table avec nous et avec toutes les familles qui étaient présentes. Elle a découvert des chips, elle a pu manger un peu tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle pouvait toucher en tout cas. Voilà, et puis voilà, on a encore du travail à la maison. On a trouvé une orthophoniste qui va suivre aussi la dynamique de l'Autriche. Mais voilà, depuis qu'elle est rentrée à la maison, elle partage des repas avec nous. Sachant qu'en France, on pensait qu'elle était, les spécialistes pensaient qu'elle était hypersensible de la bouche, alors que pas du tout. En fait, elle n'a pas de sensibilité dans la bouche. Donc c'est pour ça que des chips ou des glaces, ça lui plaît et ça lui permet de travailler sa bouche. Donc on a eu beaucoup d'autres conseils qu'on n'avait pas eu ici en France. Écoute, je suis ravie. Tu peux nous rappeler quel âge a ta fille? Elle a 5 ans. 5 ans. Donc, nous avons deux familles. Donc, une qui a un bébé donc, qui a été sevré chez nous et une grande fille donc, qui n'avait pas de sonde parce que les stages sont ouverts donc, à tout type d'enfants. En fait, des enfants qui sont porteurs de sonde et des enfants qui ne sont pas porteurs de sonde.
Voilà, donc merci Diane. Tu avais proposé aussi de répondre à quelques questions. Merci. Donc, en plus, Diane a fait une super association à Lyon. Donc, on a eu beaucoup de questions sur le financement et tout ça. Donc, n'hésitez pas à voilà, comment créer les associations et tout. Diane, c'est la spécialiste. Et si vous avez des questions qui viennent pendant le webinaire, n'hésitez pas à les écrire en dessous. Vous avez la possibilité d'appuyer sur F et A. Donc, c'est question et... en français, c'est peut-être Q et R d'ailleurs. Chez moi, c'est F et A. Et donc, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions là. Et puis, voilà, donc tout le monde pourra y répondre. Donc, parmi les questions qui nous sont arrivées avant le début du stage, il y avait des questions sur la durée du stage. Alors, le stage, c'est simple. En fait, il commence une semaine avant que vous arriviez ici déjà. Il y a une semaine d'accompagnement où on éclaircit les dernières questions d'organisation. Et puis, voilà, vous pouvez déjà rentrer en contact avec toute l'équipe, avec Sabine, avec les médecins, les pédiatres, les thérapeutes, et donc poser vos questions directement dans le ticket de communication. Et ensuite, vous venez passer 2 semaines à Graz, sur place, où donc toute l'équipe vous accompagne pendant ces 2 semaines avec plaisir et de façon assez intensive. Voilà, comment se passe l'hébergement? Alors, l'hébergement, c'est les familles elles-mêmes qui s'en occupent. Donc, on vous envoie une liste avant. Ça a été fait des parents pour les parents. C'est-à-dire que c'est les parents qui étaient dans un appartement, qui nous ont dit qu'il était bien et donc on pouvait vous le recommander. Et donc, on vous envoie la liste avec plaisir dans la phase d'inscription. Dès que vous la demandez, on vous l'envoie pour que vous puissiez la réserver. Ce que je voudrais rajouter sur la durée du stage, même quand vous rentrez chez vous, il y a un suivi ensuite de 35 jours à partir de la dernière prise d'alimentation entérale pour les enfants qui ont une sonde et de 60 jours après le dernier jour de stage pour les enfants qui n'ont pas de sonde. Donc voilà, c'est aussi, ça compte pour moi aussi sur la durée du stage. En fait, c'est une thérapie. Quelles sont les disponibilités? Je dirais qu'elles changent quotidiennement en fait. Dès que votre prédiagnostic est terminé, Sabine va tout de suite vous parler après du prédiagnostic. Dès que votre prédiagnostic est terminé, eh bien, c'est les parents qui réservent leur date de stage. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez à ce moment-là réserver votre date de stage. Voilà, je vois que Mélodie arrive. On va la laisser arriver. On va passer à Sabine. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu justement de ce prédiagnostic, de ce qu'il faut faire avant de pouvoir s'inscrire à un stage? On ne t'entend pas. Pardonnez-moi. OK, oui, le prédiagnostic, c'est la première chose que vous pouvez faire avant un stage. Et le prédiagnostic, c'est c'est télémédical. Alors, nous évaluons toutes les données de votre enfant. Nous avons besoin de 3 vidéos. Une vidéo où votre enfant mange, une vidéo où votre enfant boit et une vidéo où votre enfant joue quelque chose. Et après, nous avons besoin de tous les dossiers médicaux de votre enfant. Et nous avons aussi un questionnaire spécialisé avec les questions sur la naissance, les maladies, le comportement d'enfant et tout ça. Et après, une pédiatre et moi, nous évaluons le prédiagnostic. Et après, nous faisons une décision si votre enfant est apte pour le stage. Oui, c'est ça. Et le plus important est qu'un enfant puisse généralement avaler. C'est important. Et pour le stage, nous n'acceptons pas des enfants immunodéprimés. C'est important.
par exemple sur chimiothérapie, parce que c'est trop dangereux d'avoir une infection. Parce que nous avons 10 familles dans le stage et beaucoup d'enfants, beaucoup de parents. Alors, et aussi pas des enfants trachéotomisés ou sous oxygène. Et pour ces enfants, nous avons les programmes passés sur Internet. Voilà, merci beaucoup, Sabine. Vous pouvez évidemment continuer à poser vos questions. Alors, on les a reçues avant, mais vous pouvez aussi continuer à poser vos questions dans le chat, donc juste en dessous. Donc, on va en profiter pour saluer Mélodie. Bonsoir, Mélodie. On ne t'entend pas, il faut que tu actives ton micro. Voilà. Bonsoir. Oui, c'est un peu l'heure du repas, donc c'est compliqué niveau bruit à la maison. Et bonsoir à tous. Ok. Bonsoir. Alors, bonsoir Rachel. Coucou. Alors, pour tous ceux qui suivent un petit peu le channel NoTube sur YouTube, des vidéos, et ben, la toute dernière vidéo qu'on a téléchargée, c'est justement la vidéo de Rachel avec donc Mélodie, sa maman, et Manu, son papa. Et il y avait même Dani aussi, sa grande sœur. Voilà. Mélodie est là aussi, donc c'est notre troisième famille qui est là aussi. Si vous avez des questions, donc dans le chat aussi que vous posez pour une famille. Est-ce que tu veux nous parler juste vraiment court de ta situation et puis surtout, toi, un an après. Là, on a eu 2 familles qui se sont présentées très brièvement juste avant, qui ont fait le stage il y a 1 mois. Et toi, tu l'as fait il y a donc 14 ou 15 mois. Oui, c'est ça. C'était fin janvier, début février 2021. Donc, Rachel avait 10 mois. Elle ne mangeait pas du tout par la bouche. Elle était sondée depuis la naissance. Et donc, on a entendu parler de NoTube par notre chirurgien. Et du coup, voilà, on a pris contact avec Valérie et on a répondu. J'ai vu que vous parliez des questionnaires, tout ça, des vidéos. On a fait le dossier. Rachel a été reçue. Donc, on est venu sur place. Et pour Rachel, ça s'est très bien passé. Elle a enlevé sa sonde d'elle-même au jour 3. Donc, et du coup, depuis, elle n'a plus du tout eu de sonde. On est rentré sans sonde. Voilà, donc elle a appris à manger, à avoir faim, tout au côté de l'alimentation qu'elle ne connaissait pas du tout, puisqu'elle était gavée depuis toujours. Voilà, autre point, c'est qu'on a aussi revu avec la pédiatre et l'équipe les médicaments qu'elle prenait. Et effectivement, il y en a qui, bon, pas les plus importants, mais genre Inexium, tout ça, qui était pas très bon pour avoir envie de manger, on va dire. Donc, on a revu un peu tout ça et voilà, tout s'est très bien passé pour nous. Ça a été compliqué quand même, hein, parce que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de fatigue, beaucoup de pression, parce qu'on se demande si on fait bien. Mais voilà, on a été très bien pris en charge de A à Z par toute l'équipe et pour nous, c'est l'expérience de notre vie. Hein. Ça nous a complètement changé la vie et la sienne en particulier, quoi. Et au retour, normalement, de NoTube, c'était prévu qu'elle ait donc la gastrostomie, le petit trou dans le ventre pour pouvoir manger. Voilà. C'était prévu ça et du coup, ça a évité tout ça grâce à NoTube. Oui, on est toujours très heureux si on peut éviter les opérations de gastrostomie aux enfants grâce à notre travail. On a aussi beaucoup de questions pour les enfants qui ont des vomissements. Alors, quand il y a beaucoup d'enfants en fait qui ont des vomissements récurrents. Sabine et Caroline avaient d'ailleurs fait une étude et cette étude avait conclu qu'il y avait au moins, tu me dis si je me trompe, hein, Sabine, hein, parce que tu es la spécialiste, au moins un effet indésirable, c'est ça, dans 50% des cas, si je me rappelle bien. Ça peut être des vomissements récurrents, des hauts le cœur, des nausées. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses, des sueurs aussi, un manque d'appétit. Et donc, c'était le cas, comme tu disais, de Rachel, par exemple, quand on a des enfants, ou de Adam, qu'on a vu juste avant, des enfants qui vomissent beaucoup. Et beaucoup de parents ont peur qu'après, ils ne mangent pas. Et en fait, c'est le contraire. Dès que les enfants viennent, on peut rééquilibrer la prise d'alimentation entérale. Donc ça, c'est Sabine qui s'en occupe avec le pédiatre ou la pédiatre donc, qui est ici.
Et en fait, les vomissements s'arrêtent assez vite, hein, Sabine. Ton expérience avec... Oui. Pendant le sevrage, presque tous les vomissements disparaissent. Oui, et c'est la même pour le reflux. Je dirais que 90% des enfants traités par nous ont un reflux diagnostiqué. Mais dans la plupart des cas, il s'améliore considérablement avec le sevrage. Généralement complètement après le sevrage. Quand vous élevez la sonde nasogastrique. Oui, on a eu beaucoup de questions justement sur la gestion des reflux nauséeux lors du sevrage, la gestion des bébés ayant un gros reflux durant le sevrage. Et donc, ce que tu confirmes, c'est que ça diminue, voire ça s'arrête après le sevrage. Oui. Et toi, tu peux le confirmer, Mélodie? Heureusement, c'est le... Ah bah, complètement, oui. Rachel a eu des reflux pendant 10 mois, reflux vomissement, et du moment où on a enlevé la sonde, elle a pu dormir sur le dos. Enfin voilà, tout est rentré dans l'ordre. Ouais, c'est bien. Oui, on voyait que même ici, déjà, elle commençait à bouger et à faire son 4 pattes, etc. Donc, on voit aussi que lorsque les enfants sont libérés en fait des vomissements et de tous ces désagréments que la sonde leur a apportés, eh bien, ils se libèrent aussi au niveau moteur. Et elle commençait à parler, si je me rappelle bien aussi, Rachel, parce que la bouche est utilisée ensuite pour des choses positives. Et donc, elle commençait à parler, elle commençait à babiller très fort. Voilà, elle a découvert ses cordes vocales, mais exactement, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment, c'est dingue. Hein. Ouais. Jusqu'à nos tubes, vraiment, elle ne faisait rien, elle ne pouvait pas rester sur le tapis parce qu'elle avait les reflux, le transat, c'était compliqué. Enfin, la première année, c'était vraiment très compliqué. Oui, parce que les enfants vont dû à cette chose. Oui. Merci beaucoup. Alors, reste là parce qu'il y aura sûrement des questions aussi de parents. Là, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Donc, nous, on en avait reçu d'autres, par exemple, sevrage de la nutrition entérale. Donc, ça, c'est Tiffaine. Alors, donc, je vais dire que les prénoms, pour l'anonymité, en fait, pour que les personnes... L'anonymat, pardon. Sevrage de nutrition entérale, sevrage rapide ou progressif? Sabine, qu'est-ce que tu répondrais à ça? C'est une question très difficile parce que ça dépend. Notre sevrage, c'est individuel pour chaque enfant. Alors, ça dépend au âge des enfants, aux situations médicales, au comportement, le développement et aussi les choses que les enfants peuvent déjà faire par la bouche. Alors, ce n'est pas simple de dire si le sevrage, rapide, c'est mieux. Mais en général, nous pensons qu'un sevrage rapide, c'est mieux parce que quand vous faites le sevrage très lentement, les enfants gewöhnen sich. S'habituer au moins d'alimentation. Ils perdent du poids, mais ils ne mangent pas. Alors, pour nous, c'est important de réduire la réduction de l'alimentation intérale est rapide, mais ça dépend des variables différentes. Et puis, pendant les stages, il ne faut pas oublier que chaque enfant est vu quotidiennement par le pédiatre. Que tous les matins, chaque matin, il y a un entretien avec la pédiatre et avec Sabine. D'accord? Et donc, c'est très encadré. Coucou Sabine et Madeleine.
de Mélodie. Et donc, c'est très encadré. On ne pourrait pas faire ça sans pédiatre à côté, sans suivi médical. Des fois aussi, des parents nous disent, mais on peut le faire à la maison tout seul. Non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant qui vomit beaucoup et qui n'a pas eu de stimulation sensorielle avant, il va avoir du mal à commencer à manger. Et si vous le faites à la maison, il y a aussi un risque de déshydratation qui peut arriver, où l'enfant, sans surveillance médicale. Hein. Et donc, ça peut être assez dangereux, surtout s'il y a des diarrhées ou d'autres pertes de liquide qui arrivent, ça peut être assez dangereux. C'est pour ça que nous avons aussi un autre programme, donc ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais nous avons un programme de net coaching où les enfants sont suivis à la maison, mais aussi, pareil, quotidiennement, vous avez un suivi et on vous demande de télécharger un protocole alimentaire, etc. Donc, il y a un vrai suivi médical aussi. D'accord? Donc, voilà, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas pour les sevrages sauvages comme ça qu'on fait à la maison, parce qu'il faut aussi laisser à l'enfant le temps de s'habituer à manger, à augmenter ses quantités tout doucement. C'est aussi très compliqué souvent pour les parents. D'accord. Il y a Élise tout à l'heure qui en parlait, et même Mélodie qui en parlait un petit peu, que pour les parents aussi, c'est les montagnes russes, hein, parce que des fois l'enfant mange plus, des fois mange un peu moins, etc. Et donc, l'accompagnement psychologique est très important. Et c'est vrai que pendant le stage, les parents sont autant, voire des fois, ont besoin de plus d'accompagnement que les enfants. Que ce soit par les psychologues, que ce soit par le pédiatre. Nous avons aussi une psychothérapeute, Mélanie, qui est là aujourd'hui aussi avec nous, qui nous accompagne pendant le webinaire et donc qui accompagne les familles ici sur place. Donc, j'ai des questions qui arrivent. Et y a-t-il des familles francophones qui partent? Oui, il y a une famille qui a fini son prédiagnostic, Adeline, qui est en train de le faire. Madeline va le mettre par écrit. Et il y aura une deuxième famille francophone. D'ailleurs, avec le mot francophone, ça me fait penser à nos tubes francophones. Donc, je vais le dire tout de suite avant que j'oublie. Il existe maintenant vraiment une page Internet, Facebook Internet, qui s'appelle Nos tubes francophones, où vous avez tous les blogs et tous les petits textes qu'on écrit en allemand, en anglais, qui sont aussi mis en français là. Donc, c'est fait par Madeline, justement, et Mélanie, donc, cette page. Et donc, vraiment, inscrivez-vous. Là, tous les Français, suivez cette page, likez cette page, faites-la vivre, voilà, pour qu'elle vive justement le plus longtemps possible. On l'a faite pour vous, donc voilà, rendez-vous sur nos tubes francophones. Donc, nous avons d'autres questions. Comment se déroule la thérapie lorsque nous venons en Autriche? Alors, déjà, chaque enfant aura un suivi individuel. D'accord? Donc là, ce que je vais vous dire, c'est, voilà, on va voir Rachel manger. C'est un grand plaisir. Super. La démonstration. Ça me touche toujours, en fait, parce que c'est exactement pour ça qu'on fait tous notre travail, vraiment toutes et tous dans l'équipe, nos tubes. C'est vraiment pas pour ça. Voilà, pour aider les enfants à manger, pour que les vomissements diminuent, voire s'arrêtent complètement, les nausées, pour éviter la gastrostomie, voilà, pour voilà, tout ça. Et donc, voilà, même après, voilà, je suis avec Sabine depuis le début à nos tubes, et ça nous touche toujours autant. Et voilà. Donc, comment se déroule la thérapie? Alors déjà, on vous a parlé donc, du prédiagnostic, c'est le tout début, d'accord? Donc, les familles francophones, en général, ont un rendez-vous avec moi, téléphonique ou en visuel, ou par mail. Et donc, déjà, on s'échange les premières informations. Elles font le prédiagnostic. Quand il est validé, elles peuvent s'inscrire à un stage. D'accord? Une semaine avant le début du stage, je vous ai dit, ça s'ouvre. D'accord? Le ticket de communication, vous commencez à communiquer avec l'équipe. Vous arrivez ici le lundi matin. Et donc, le premier jour, c'est ce qu'on appelle, nous, la route diagnostique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs stations et chaque famille va dans chaque station. D'accord? Donc, vous avez un rendez-vous individuel avec la pédiatre et Sabine, ou le pédiatre, parce que nous avons aussi un professeur Chéa.
Vous avez une station, ce seront Caroline et Mélanie. Donc, une psychologue clinicienne de santé, Caroline, et Mélanie, qui est notre psychothérapeute. Et vous avez un entretien individuel aussi avec Eva et Kessie, qui sont notre ergothérapeute et notre kinésithérapeute. Et une station, c'est moi, où on s'occupera de tout ce qui est organisation. On regardera encore les allergies des parents pour les repas, etc. L'adresse, si les téléphones, les numéros de téléphone que vous avez donnés sont les bons. Voilà, en fait, c'est l'organisation. Donc ça, c'est le premier jour. Il y a déjà 2 pique-niques ludiques le premier jour, le midi et le soir. D'accord? Et du mardi au jeudi de la deuxième semaine, ça se passe pareil. 9h, 12h, 17h, le pique-nique ludique. Je sais, pour les Français, 17h le soir, c'est très tôt. Hein, Mélodie? 17h le soir. Mais pensez que les enfants, ils auront moins par la sonde. Donc, on le fait pour les enfants. Et puis, rien ne vous empêche de reprendre un petit apéro quand vous arrivez chez vous le soir. Et c'est ce que vous faites en général, manger un petit saucisson. Donc, voilà. Donc, c'est les pique-niques ludiques. De 10h30 à 11h30 le matin et de 15h à 16h l'après-midi, de 16h à 17h l'après-midi, il y a 2 groupes qui auront lieu en parallèle. Il y a un groupe parents-enfants. Et donc, ce groupe-là, c'est vraiment des découvertes sensorielles. On travaille beaucoup sur le corps, sur les odeurs, sur les textures, sur le goût. Voilà, c'est beaucoup de découvertes sensorielles pour l'enfant. Et puis, en parallèle, il y a un groupe qui est pour les parents. Et donc là, ce sont des thèmes différents. Ça peut être encadré soit par une psychologue, par exemple Sabine fait aussi un groupe sur l'enrichissement de l'alimentation. Il y a des groupes qui sont faits par Kessie ou par Eva sur le développement oral, sur l'oralité chez l'enfant, etc. Il y a des groupes de parole aussi, pour les mamans et pour les papas aussi. Donc voilà, il y a des groupes très différents. On travaille le samedi aussi. Et la deuxième semaine, le vendredi, on a un grand brunch tous ensemble. Et après, il y a la grande cérémonie de clôture. Et donc, on finit vers 11h30 à peu près. Voilà, ça, c'est le stage à Graz. Tous les matins, en parallèle, je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, vous avez une consultation médicale. Ça, c'est tous les jours. C'est obligatoire pour tout le monde, entre 10h et midi. C'est en parallèle des groupes. Voilà. Et puis, il y a de temps en temps des séances individuelles qui sont rajoutées, soit le matin, soit l'après-midi. Et donc, c'est individuel, en fait. Ça, c'est à votre demande ou parce que l'équipe a l'impression que l'enfant a besoin à ce moment-là de quelque chose. Et donc, ça sera rajouté sur votre emploi du temps. Merci, Madeleine. Je vois qu'elle vous a déjà donné les coordonnées pour vous inscrire sur la page. Donc, allez-y. Comment se déroule le sevrage de la gastrostomie? Sabine, elle va pouvoir vous répondre. En fait, que ce soit une gastrostomie ou une sonde nasogastrique, Sabine, tu me dis si je me trompe, c'est à peu près la même chose, je dirais, en fait. Et pour le sevrage, c'est la même chose. Pour le retirement de la sonde, c'est un peu différent parce que la sonde nasogastrique, parfois, nous enlever la sonde nasogastrique déjà à Graz. Ce n'est pas possible pour la gastrostomie, mais c'est possible de n'utiliser pas la gastrostomie déjà à Graz ou après. Mais il n'y a pas une différence si c'est une sonde nasogastrique ou une gastrostomie ou une chéchunostomie. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, tout est très individuel parce que vous voyez aussi en fonction de l'âge, tu disais, etc. Et donc, tout est très individuel, mais le sevrage donc, se passe de la même chose. De la même façon. On voyait tout à l'heure que Rachel, elle avait retiré elle-même en fait sa sonde nasogastrique le 3e jour. Donc, ce n'était pas nous. Des fois, il y a des fois des parents qui sont très étonnés parce qu'ils viennent et ils disent mais nous, on nous a dit que vous retiriez la sonde le 1er jour et c'est le soir et la sonde n'est pas retirée. Alors, non.
Nous ne retirons pas la sonde comme ça, sauvagement le premier jour. Nous laissons aux enfants le temps d'apprendre à manger, de faire des découvertes sensorielles. C'est pour ça qu'il y a les groupes, c'est pour ça qu'il y a tout cet encadrement. Et l'alimentation entérale est évidemment adaptée, mais on ne peut pas risquer de déshydrater un enfant ou que l'enfant s'affaiblisse. Donc, nous ne retirons pas la sonde le premier jour. François, tu voulais dire quelque chose? Non? D'accord. Non, j'ai juste remis la caméra parce que Adam a terminé de manger. D'accord, c'est tout. Mais on aime bien voir les enfants manger aussi. Nous, tu sais, à nos tubes, ça nous fait toujours plaisir. Ça ne nous dérange pas. Bien. Est-ce que tu avais encore reçu une autre question, Sabine, à laquelle tu aimerais répondre? Hast du noch eine Frage? Et ce qui est génial, en fait, c'est quand vous venez, en général, vous apprenez aussi quelques mots d'allemand en plus, comme ça. Vous voyez? En même temps. Nous, c'est tout. Et pas que. Mais pas que. Vas-y. Non? On t'entend pas, Sabine? Alors, une question. Est-ce qu'il y a des moments avec une diététicienne chez stage? Alors, en Autriche, c'est un peu différent. Nous n'avons pas de diététicienne en tant que dans notre stage, mais nos médecins et nous, les docteurs sont spécialement formés à l'alimentation des enfants, des malades et à l'alimentation par la sonde. Alors, nous avons les spécialistes pour cette question, pour ce problème. Oui, c'est ça en fait, que ce soit les professeurs, la pédiatre ou vous êtes vraiment spécialisé en plus pour tous les troubles de l'oralité chez les enfants en fait. En plus, tu fais ça depuis déjà 11 ans maintenant ou 12 ans ou même plus avec la professeure à l'hôpital déjà et donc nous n'avons pas une diététicienne à proprement parler dans l'équipe puisque il y a plusieurs professionnels qui sont spécialisés pour l'accompagnement des enfants sondés ou qui ont un trouble de l'oralité qui n'ont pas de sonde dans notre équipe. Alors, la journée type, on m'a demandé tout à l'heure aussi quelle est la journée type. Ça, je vous l'ai déjà dit. Combien durent vos stages? Ça, j'ai déjà aussi répondu. Quels sont les résultats sur les enfants? Alors, quels sont les résultats sur les enfants, so die Prozente, unsere Erfolgsquoten auch. Alors, pour le sevrage, nous avons un succès de plus de 90%. Oui. Alors, les enfants, la majorité des enfants est sevré par notre méthode. Oui. Et puis en plus, on accompagne de toute façon ensuite la famille aussi après le stage. C'est pas toujours la chose que l'enfant est déjà complètement sevré à Graz. C'est pas nécessaire parce que nous avons le suivi télémédical. Et alors, nous avons beaucoup de temps. L'enfant a le temps pour apprendre à manger. Mais après le sevrage, presque tous les enfants mangent oral, complètement oral. Heureusement, c'est bien. Merci Sabine. Alors, j'ai une maman, Anaïs, qui demande devons-nous obligatoirement venir en Autriche pour la thérapie ou nous pouvons essayer des exercices à la maison avant? Alors, oui. Si vous voulez faire un stage, le stage se passe en Autriche. C'est vrai que nous avons fait pendant 3 ans des stages en France. C'était il y a très longtemps déjà, nous ne le faisons plus. Donc oui, si vous voulez faire un stage d'alimentation, ça se passe en Autriche. Le coût, alors, le coût est de 9 540 €. Et pour les traductions, il y a des frais de 800 €.
Des fois, on nous dit « Ah, c'est beaucoup, etc. » C'est vrai que c'est une grande somme. Nous savons aussi que, alors nous sommes un hôpital privé, hein, nous sommes classés comme une clinique privée. Si vous faites le sevrage en France dans un hôpital, ça coûte plus de 1 000 € par jour. Alors, ce n'est pas vous qui devez payer les frais, évidemment, c'est pris en charge par la sécurité sociale, mais c'est à peu près 1 000 à 1 200 € par jour. Et donc, certains l'ont fait en France, ont essayé, sont venus chez nous ensuite pour terminer le sevrage. Donc, c'est vrai que ce n'est pas si cher que ça sur la somme globale, mais c'est vrai que la différence, c'est que c'est les parents qui doivent avancer les frais, et ça, je comprends très bien que ça peut être une somme importante pour les parents. Maintenant, il y a des possibilités aussi pour faire une demande de prise en charge en France, surtout pour le stage. En aide coaching, c'est très compliqué encore, mais en stage, il y a déjà beaucoup de parents qui ont eu plus de la moitié de remboursé, voire la totalité du stage de remboursé. Et puis, Diane, je ne sais pas si tu es encore là. Diane a créé, par exemple, une association. C'est ça que tu voulais. Alors, tu es déjà dans ta voiture. J'espère que tu ne conduis pas. Non, je ne conduis pas. Je pose la question. C'est Kevin qui conduit. Ah ben voilà, c'est Kevin qui conduit. Bonjour Kevin. Salut. Salut. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, parce que toi, du coup, tu as une fabuleuse histoire, parce que tu voulais venir faire le stage en Autriche. Et donc, pour avoir les fonds, tu as créé une association, la Team Méline. Oui. Tu peux nous raconter en quelques mots Oui, en fait, nous, on a connu Notube par une famille qui habite proche de chez nous, qui avait déjà emmené sa fille à 3 ans pour un sevrage de sonde. On voulait aller en Autriche pour ces troubles de l'oralité à Méline. Et du coup, Sophie, la maman qu'on a rencontrée, nous a dit fais comme nous, tu crées une association. Donc voilà, elle nous a aidés. Donc on a créé l'association en novembre 2021. On s'est dit, on va partir peut-être en fin d'année 2022 quand on aura les fonds. Et en fait, on a créé plein d'événements pour Noël. On a fait des marchés de Noël, on a vendu des t-shirts, on a eu beaucoup de dons. On nous a sollicité pour passer dans des journaux. On a créé plusieurs événements. Et on a pu du coup financer la totalité du stage. On est parti fin mars, début avril en Autriche. Donc ça a été très rapide en fait. Oui, mais c'est vrai que vous avez fait beaucoup de manifestations, comme tu disais, hein. Vous avez vendu des t-shirts, il faut être en fait assez actif. En fait, il faut faire vivre aussi l'association. Oui, c'est ça. Oui, Après, on a reçu, alors c'est vrai que le démarrage de l'association, on a reçu aussi beaucoup de dons via Cagnotte Litchi, des gens qui venaient nous faire un chèque à des manifestations qu'on faisait sans rien acheter, mais voilà, en faisant un don. Donc c'était vraiment le début de l'association. Et là, voilà, l'association, on veut la faire durer parce qu'on souhaite financer aussi d'autres choses pour Méline. Et maintenant, on sait que c'est en créant en fait des événements qu'on va pouvoir aussi récolter des fonds pour pouvoir lui financer autre chose aussi par la suite. Merci beaucoup, Diane. Nous, on a eu aussi, j'ai déjà eu plusieurs mamans qui, en fait, au départ, ont créé une association pour les aider à financer le net coaching. Et l'argent, il est arrivé tellement vite qu'ils me disaient, mais est-ce qu'on peut changer de thérapie et faire maintenant le stage? Alors, Lyon, je dois aussi avouer que c'est une super région pour ça, parce que c'est de là, justement, où on a eu plusieurs familles qui ont eu, elles sans faire appel, hein, plus de la moitié des stages de remboursés. Et donc c'est vraiment chouette. Et on a aussi des familles qui ont été prises en charge par leur mutuelle. Donc, ça vaut vraiment le coup de demander et aussi de faire appel. Donc, les familles, quand elles m'écrivent qu'on a eu le premier entretien, je leur envoie aussi un petit livret sur la procédure de demande de prise en charge. Et il y a vraiment aussi écrit, donc c'est Johan, c'est un papa qui est venu à Graz, que Sabine connaît aussi très bien, qu'on avait suivi à la clinique, hein, son petit garçon Mathieu, et puis après qui avait fait un stage à Notube ensuite, il a fait 2 stages, et c'est lui qui avait écrit donc ce livret de documentation parce qu'il a eu les prises en charge 2 fois. Et il s'est battu,
il a fait appel et il a été jusqu'à la commission ensuite d'appel, etc. Et voilà, il a eu comme ça les frais remboursés. Donc, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Madeleine répond. Quel est le nom de l'association? La Sécurité sociale nous a refusé la demande d'entente préalable. L'association de… Alors, est-ce que tu serais d'accord, Diane, pour répondre directement à des questions si, par exemple, il y a des mamans qui veulent prendre contact avec toi par la suite pour leur donner des pistes, par exemple, pour faire une association, comment monter… Oui, pas de souci. Ouais. C'est aussi le but de l'association. Et d'ailleurs, il faut savoir que, alors moi je l'ai su en créant l'association, mais il y a aussi beaucoup d'associations qui font des événements justement pour aider des associations en fait. Nous, on a une association proche de chez nous. Alors c'était pour une fille qui est maintenant décédée depuis 10 ans, mais du coup, les parents continuent et continuent de faire des dons à des associations comme celle de Méline ou alors financer des activités pour des enfants qui sont dans des centres qui sont en situation de handicap. Donc, il y a aussi des associations qui aident des associations. Ça, c'est une très… merci beaucoup pour cette information. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on écrive dans le chat ton adresse ou tu préfères ton adresse mail ou est-ce que tu préfères que la maman t'envoie un message privé par le groupe, tu sais, Facebook, les parents et l'équipe? Comme ça les arrange, je n'ai pas de préférence. Disons que si on écrit là dans le chat, tous ceux qui sont là avec nous verront ton adresse mail. Et donc, c'est à toi de dire ce que tu préfères. Hein. Par mail, ça ira très bien. Ouais. D'accord. Donc, Madeleine, tu mets l'adresse de Diane, l'adresse mail. Et comme ça, Adeline, vous pouvez écrire directement à Diane. Ok. Merci beaucoup. D'accord. Donc, alors, je lis, on a 4 pages de questions encore. Quels sont vos critères de sélection? Ça, tu en as parlé déjà tout à l'heure, Sabine. Les critères d'exclusion, en fait, qu'il fallait donc pas d'enfants avec une trachéotomie, hein, on l'a dit tout à l'heure, pas d'enfants sous oxygène et pas d'enfants immunosupprimés. C'est ça? Des fois, on va vous demander, par exemple, pour un enfant qui n'a jamais mangé, ni bu, ni rien du tout, il est possible qu'on vous demande de faire un examen de la déglutition, mais tout ça, c'est éclairci en fait pendant cette phase de pré-diagnostic, c'est pour ça que ça c'est très important. Et donc, à ce moment-là, soit la pédiatre, soit Sabine, vous recevez un message vous demandant de faire un examen complémentaire. Ou, voilà. Donc, tout ça, c'est en fait étudié pendant la phase de pré-diagnostic. Et lorsque vous avez besoin d'examens complémentaires ou de documents complémentaires, bah, tu les demandes directement à la famille, en fait. C'est ça, Sabine? Oui, c'est ça. Okay. Tu n'hésites pas à m'interrompre. Hein, si tu veux rajouter des choses, tu me fais comme ça. Comme on fait quand les traductions, les traducteurs veulent traduire parce qu'on parle trop longtemps. Langue, elle dit stop, il faut que je traduise. Donc, tu n'hésites pas à m'interrompre. Alors, là, comment se déroule? Alors, là, j'ai un professionnel, c'est un docteur de Belgique. Bonjour, j'ai un patient qui n'a aucun trouble d'hypersensibilité sensorielle, mais refuse tout aliment qu'il goûte cependant. Il est full feed, alors donc complètement alimenté par gastrostomie. Comment peut-on l'aider? Qu'est-ce que tu dirais là, Sabine? C'est donc un professionnel de Belgique. Alors, c'est normal pour un enfant qui est complètement sondé, 100% sondé, d'avoir une aversion orale. C'est normal. Alors, pour aider cet enfant, c'est important de faire un sévrage par une équipe multidisciplinaire. Oui, et expérimenté. Et avec un docteur médical. Oui, beaucoup essayent en fait des choses à gauche et des choses à droite. Des fois, il y a une perte de poids sans résultat, en fait, l'enfant ne commence pas à manger. Il y a quand toute l'équipe n'est pas bien en fait coordonnée, ça peut devenir vite compliqué parce que le pédiatre vous dit une chose, mais la psychologue ou la personne de santé qui vous accompagne aussi va vous dire autre chose.
et ça peut être vite compliqué. C'est pour ça que c'est vraiment pour nous important d'avoir une équipe qui travaille ensemble avec plusieurs spécialités professionnelles. Hein. On a plusieurs professionnels dans notre équipe différente, mais on a tous le même but en fait et la même direction. Et donc, ça pour nous, c'est... Je pense que c'est le plus important de travailler ensemble en équipe et de parler avec les autres spécialistes. Nous avons un rendez-vous avec les thérapeutes, les pédiatres, les psychologues, les assistantes dans notre stage tous les jours. Ouais. Sur l'échange sur les enfants. Et ça, c'est très important pour le sevrage et pour la thérapie. Là, on a une maman qui demande, faut-il que je prévienne les médecins de Lyon que nous venons en Autriche en août, peur qu'ils nous dissuadent de partir. Alors donc, Angélique, moi, je vous dirais, en fait, le mieux, c'est quand même toujours de les avertir, évidemment, si vous avez confiance en votre médecin. En plus, vous êtes à Lyon, donc normalement, donc je ne sais pas si vous êtes suivi par le professeur Peretti, qui nous connaît très bien. On a eu déjà plusieurs enfants de lui. Peut-être vous pouvez me mettre quel est le médecin qui vous suit. Je sais que nous, là-bas, on connaît le professeur Peretti. On avait même fait justement une conférence pour les professionnels, là-bas, en France, pour eux. Donc, si vous marquez en dessous qui vous suit. Dites bien à vos médecins, ça c'est vraiment important, ou aux professionnels qui vous suivent, qu'ils peuvent à tout moment prendre contact. Docteur Couchenal à l'HFME. D'accord, donc je connais l'HFME puisque le professeur Peretti travaille là-bas et c'est là-bas justement où nous nous sommes rendus pour la conférence. Je ne connais pas le docteur Couchenal. Peut-être qu'il peut justement parler avec le professeur Peretti. Ou alors, dites au docteur Couchenal, alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais de prendre contact avec nous. Parce qu'il est évidemment aussi possible, il y a peut-être aussi des questions qui sont tout à fait justifiées. Et donc, ils peuvent prendre contact avec nous et soit Sabine, soit la professeure Dunitcher peuvent répondre aux questions de vos spécialistes, des professionnels qui vous accompagnent. Donc, n'hésitez pas à leur dire de prendre contact avec nous et voilà, comme ça, s'ils ont des questions, s'il y a des choses. Des fois, en fait, c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas et donc ils ont des craintes. Voilà, sur différentes choses. Est-ce que l'enfant il est suivi par un médecin? Donc voilà, qu'ils prennent contact avec nous. Donc j'ai Anaïs qui me dit en France, les orthophonistes pratiquent la désensibilisation de Sénèze ou ordonnance miam miam de Leblanc. Qu'est-ce qui vous différencie à ces méthodes? Alors je connais très bien Catherine Sénèze. Elle a une très bonne méthode de désensibilisation. D'accord, c'était vraiment, on a eu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps un entretien avec la professeure Marguerite Dunitcher, Catherine et moi-même. On a eu un Zoom parce qu'on suit une petite fille en commun justement. Elle a une très bonne méthode de désensibilisation, c'est une professionnelle connue et réputée en France. Pour ça. Alors, qu'est-ce qui nous différencie? Nous, on va travailler sur l'intégration sensorielle de l'enfant et on a un pédiatre, justement, on a un médecin qui va lui accompagner la diminution de l'apport de l'alimentation entérale. D'accord? Madame Véronique Leblanc, que je connais aussi, que j'ai déjà rencontrée à Paris, qui est psychologue, elle n'est pas pédiatre, d'accord? Et Catherine Sénèze, qui est une très, très grande professionnelle française qui accompagne aussi qui a déjà accompagné des sevrages, et beaucoup. Qui n'est pas elle non plus pédiatre et c'est ça je dirais la différence en fait. La grande différence c'est que nous on a une équipe multidisciplinaire avec un pédiatre, avec une psychologue, avec une ergothérapeute, une kinésithérapeute, une éducatrice de jeunes enfants. On a vraiment des professionnels qui viennent de tous bords et donc qui travaillent ensemble. Et on est une équipe on travaille ensemble depuis vraiment très très longtemps et on a été formés pour les troubles de la réalité. On ne fait que ça. Donc on a déjà... Et aussi on a des comme Sabine et Caroline
on a deux scientifiques, on va dire, dans notre équipe. D'accord, et donc, nos méthodes sont évaluées scientifiquement. Nous publions aussi nos recherches. D'accord, donc vous pouvez vraiment regarder dans les revues scientifiques. Il y a une liste sur notre site internet. Vous pouvez regarder et donc nous avons des publications scientifiques. Parce que pour nous, c'est justement très important qu'il y ait une transparence sur notre travail et aussi une évaluation de notre travail. Donc, je dirais que c'est peut-être ça qui nous différencie. Donc, je ne sais pas, est-ce que parmi les familles françaises, vous avez déjà, vous, travaillé avec des spécialistes français sur la sensibilisation? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter? Nous, oui. Avant de connaître la maladie de Méline, en fait, elle était suivie par une orthophoniste pendant 1 an et demi, justement pour ses troubles de l'oralité. Et en fait, elle nous avait dit de lui faire des massages dans la bouche. Donc, je crois que c'est ça, c'est sur les côtés, le palais et la langue. Et on n'a pas vu de résultats. C'était compliqué à le faire avec Méline, d'introduire aussi nos mains dans sa bouche parce que c'est quand même hyper intrusif. Enfin, moi, je trouvais ça quand même hyper intrusif. Donc, on a plus vu un changement au niveau de la bouche de Méline en lui apportant du froid ou en la faisant peut-être essayer de siffler dans un sifflet. Enfin, vraiment un entraînement avec elle qui met quelque chose en bouche que nous, plutôt, on a eu lui mettre nos mains dans la bouche. En fait. D'accord. Merci, Diane. Je sais que la méthode de Catherine Sénès a permis à beaucoup d'enfants aussi vraiment d'améliorer leur réflexe nauséeux. J'ai un très grand respect, vous comprendrez, pour Catherine Sénès. Et donc, et pour son travail. Elle travaille depuis très, très longtemps, vraiment, et elle a fait beaucoup avancer les choses en France. Et voilà. Bon, après, c'est comme pour nous, hein, notre travail. On disait, Sabine, elle disait plus de 90%, on n'a pas 100% non plus de réussite. D'accord? Et donc, il y a des choses qui sont mieux pour certains et mieux pour d'autres. Par contre, les enfants qu'on prend en thérapie, on nous demande, mais puisque vous nous accompagnez jusqu'à la dernière prise d'alimentation entérale, pourquoi vous n'avez pas 100%? Alors pourquoi? C'est parce que des fois, on a des enfants qui sont très lourdement handicapés aussi, ou qui sont déjà âgés, qui ont un très gros volume à compenser. Et donc, les parents, des fois, nous disent, ils veulent quand même essayer le sevrage, mais quand après, ils voient que ça met très longtemps, etc., ils disent, on va garder quelque chose la nuit, et la journée, il va manger, mais on garde quelque chose la nuit. Donc, ce n'est pas un sevrage total, mais c'est un sevrage partiel. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, Sabine, pourquoi on n'a pas 100%? Oui, parfois, il y a des enfants qui ont un problème du métabolisme. Alors, ils doivent manger tous les 2 heures, 3 heures, aussi pendant la nuit. Et ça, ce n'est pas possible parce que les enfants doivent dormir pendant la nuit. Alors, c'est aussi une raison pour garder l'alimentation. D'accord, merci. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir toujours 100%. On a déjà plus de 90%, donc on est déjà très content. C'est Rachel qui est toujours encore en train de manger. Mélodie, je te vois partir avec la cuillère. C'est chouette. Alors, j'ai une question d'une maman de Suisse. Donc, bonjour la Suisse. C'est chouette d'avoir aussi la Suisse et la Belgique avec nous. Mon enfant mange bien à la cuillère, mais ne prend pas de liquide par la bouche. Et pour cette raison, il a encore besoin de la sonde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à apprendre à boire? Alors, ça serait vraiment une question pour nos thérapeutes qui sont vraiment, elles, spécialisées dans tout ce qui est absorption et prise orale de liquide, justement, d'autres consistances. Il faut savoir que le liquide, surtout l'eau, par exemple, c'est ce qui est le plus difficile à avaler. C'est là où on a le plus de fausses routes. D'accord? Donc, nous avons des enfants qui vont commencer à prendre des purées, qui vont commencer à manger, mais qui auront besoin de plus de temps, de plus d'exercice au niveau de la déglutition. Il va falloir que la déglutition devienne beaucoup, beaucoup plus efficace
pour qu'il puisse arriver à déglutir les liquides sans faire de fausse route. S'entraîner, et puis voir aussi, il faut peut-être tout simplement gélifier le liquide, lui donner sous une autre forme en fait. Il existe des produits pour gélifier les liquides. Il faut savoir aussi que les compotes, les yaourts contiennent beaucoup d'eau aussi, mais si l'enfant a besoin de liquide en supplément, il faut voir s'il faut peut-être le gélifier. Tout. Alors là, il faudrait vraiment poser la question, par exemple, à une thérapeute, à une ergothérapeute. Donc moi, comme je vous disais tout à l'heure, je suis éducatrice spécialisée dans les troubles sensoriels, mais je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas thérapeute spécialisée pour la déglutition. Donc, ça, si vous avez besoin de plus d'informations pointues sur ça, il faudrait prendre contact avec Eva ou avec Kessie. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc, Madeleine, tu peux peut-être rajouter mon adresse mail. M'envoyer un mail si vous avez besoin de plus d'informations encore sur cette question. Et puis, je ferai suivre avec plaisir votre question à notre ergothérapeute ou à notre kinésithérapeute qui sont spécialisés pour ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ne sont pas encore répondues? Comment se décide la réduction des apports via la gastrostomie en début de stage? Sous quelle proportion? Alors, Adeline, vous allez venir voir au mois de juin. Vous viendrez au mois de juin. Donc, aussi, quand vous venez, alors Sabine va répondre à votre question. C'est aussi très important. Souvent, on veut tout savoir dès le début et vous verrez que c'est beaucoup. Donc, c'est vraiment important aussi d'avancer au jour le jour et suivre le rythme de l'enfant. Sabine, qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Comment, parce que c'est Sabine donc, qui s'occupe des réductions. Oui, alors ça c'est très individuel. Ce n'est pas un plan pour tous les enfants. Ça dépend au âge de votre enfant, situation médicale, le poids, oui, et qu'est-ce qu'elle peut déjà faire par voie orale. Alors, c'est décidé le premier jour pendant le stage. Je fais ça avec le pédiatre et le plan, ce n'est pas fait pour tous les jours, mais nous faisons une visite médicale tous les jours et nous décidons le nouveau plan pour le jour, oui, tous les jours. C'est pas, nous avons un plan pour les 2 semaines, mais c'est que nous, also wir stellen uns auf das Kind ein. En fait, nous adaptons le rythme de la réduction de l'alimentation entérale à l'enfant. Et pardon? Ça, c'est très individuel. Oui, c'est extrêmement individuel, au jour le jour. D'accord. On a des enfants comme Rachel, d'un seul coup, qui arrachent la sonde. Donc là, on ne peut plus rien faire. Mais tant qu'il y a la sonde, on peut vraiment jongler suivant l'état général de l'enfant. Elle vous parlait du poids, il suffit que l'enfant, par exemple, ait une percée dentaire et d'un seul coup, l'apport alimentaire va se réduire. Et donc, on va peut-être devoir le réaugmenter un petit peu. Et c'est pour ça que vous avez un entretien quotidien parce que ça va vraiment... on réagit très sensiblement en fait à l'état général de l'enfant et aux besoins qu'il a à ce moment-là. Donc, c'est très quotidien. Ce n'est pas... Mais vous verrez, Adeline, vous serez accompagnée au jour le jour. Peut-être que Élise et François peuvent vous rassurer sur ce sujet parce qu'ils étaient là il y a 2 mois, en fait, ici. Même pas. Les apports de l'alimentation entérale, que c'est vraiment adapté en fait au jour le jour. Oui, voilà. Sur le sevrage. Quand on était là-bas, tous les jours pendant la visite médicale, on faisait le point avec
avec Sabine notamment, pour savoir combien on allait lui donner par sonde. Et puis, vraiment, elles sont très observatrices parce que le premier jour, donc, il y avait une certaine quantité qui avait été réduite et on sentait qu'il n'était pas très bien, il chouinait un peu. Et Sabine et Gertrude l'ont tout de suite vu et nous ont dit là on va recompléter un petit peu parce qu'on voit qu'il n'est pas encore il lui manque un petit peu, il n'est pas très bien, donc il faut surtout pas qu'il soit mal ou pas confortable, donc il faut vraiment que ça se fasse en douceur, donc du coup il a eu un petit peu de rajout ce jour-là, donc c'est vraiment pour vous dire que c'est très adapté à chaque enfant et à ce qui est observé chaque matin par les pédiatres. Le protocole est très individualisé et il est même parfois réévalué en cours de journée. Donc c'est vraiment tous les jours, voire plusieurs fois dans la même journée. Merci bien. Merci bien. Là, je vois, il est déjà 20h01. On a même dépassé déjà. Vous voyez, on parle. On se sent tellement bien avec vous qu'en fait, on voudrait rester comme ça toute la nuit avec vous. Mais nous allons bientôt terminer ce webinaire. Alors, je vais remercier Élise et François, Mélodie et Rachel qui nous ont accompagnés aussi. Et puis Diane et Kevin. Et vous avez manqué, Kevin? Ah, yeah, je le vois là, il est derrière, Valérie, caché. Et puis mes collègues, donc Mélanie, merci beaucoup. Mélanie für deine Unterstützung. Et puis Madeleine et évidemment Sabine aussi, et puis toutes celles qui sont là, qui nous regardent. Je sais qu'il y a toute l'équipe qui est là, qui nous soutient aussi. C'est ça aussi notre tube, hein. C'est un travail d'équipe. Donc voilà, vielen Dank an euch allen. Merci beaucoup. Et puis merci aux parents pour leur confiance. Et puis on reste de toute façon en contact. Et n'oubliez pas d'aller voir la page Notube francophone. On est aussi sur Instagram. C'est qui vous suit sur Instagram et qui s'occupe de tout ça. Donc, tu veux un petit mot de la fin, Sabine? Oui, merci aussi de ma côté. Et n'hésitez pas à écrire une email quand vous avez encore des questions. L'adresse mail, c'est dans le chat. C'est valerie@notube.com. Et que nous pouvons aider votre enfant dans le futur. Alors, Madeleine, tu veux dire un petit mot? Il y avait encore une dernière question. Je pense que c'est une question pour Sabine parce qu'elle connaît bien les chiffres. Sabine, est-ce que tu peux nous dire sur les dossiers complets que nous recevions, environ quel pourcentage est ensuite validé par le pré-diagnostic? Oh, la majorité. Alors, c'est peut-être 1 du 20 enfants qui n'est pas apte pour notre programme. C'est pas beaucoup. Merci bien. Merci. Je ne voulais pas que quelqu'un parte et n'ait pas encore de réponse. En plus, elle m'a écrit, c'est une professionnelle française. Mélanie, dankeschön. C'était elle qui a fait tout le support technique dans l'ombre. Danke vielmals. Rachel, Adam et Méline. Vielen Dank. Et bis zum nächsten Mal dann in Graz oder par mail à Graz, par téléphone. Voilà, il y a plein de façons de se revoir, de s'entendre et de rester en contact. D'accord? À bientôt. Merci à tous. Au revoir.